you have been sick for 3 days, so you must wear a jumper, sweater, peu importe. Ça, c'est du lexique. Et moi, je vais remettre le Y pour le you, c'est mieux. Voilà la phrase d'Elisa. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous avez tous la même proposition? Merci Elisa, d'ailleurs, d'avoir fait la première phrase. Chloé? Non, c'était pas Chloé qui a levé la main, si? Alors, Chloé, que voulez-vous ajouter à ça? Et on entendra Célia juste après. J'ai vu que Célia avait levé la main aussi. Pensez à allumer votre micro si vous parlez. Si vous êtes à l'oral, pensez à allumer votre micro. Vous avez un problème avec le micro. Ok. Alors parfois il faut juste déconnecter, reconnecter. Parfois il faut. J'ai découvert ça hier avec une étudiante qui avait un gros souci avec le micro. En haut, vous savez là où vous tapez l'adresse, le machin, l'adresse, le truc quoi, le site. Merci Maxime. Vous avez des icônes et donc vous avez normalement une petite caméra ou un truc comme ça. Et c'est là que vous pouvez autoriser l'accès à votre micro, votre caméra. Donc c'est peut-être ça. Normalement, c'est bon du coup, je pense. Oui, là on vous entend. Okay. Alors du coup, moi, c'est plus au niveau des temps. Par exemple, moi j'ai marqué Nobody is wearing a coat. It cannot be that cold. But where you are sick. Et là, j'ai hésité entre since 3 days où j'ai mis for the past 3 days. So you must have at least wear a sweater. Ok, alors on va prendre les choses une par une et on va les commenter. Et après, alors, Célia, je vous oublie pas. Après, je reviens sur l'idée de Célia. Célia, est-ce que ça suit ce que Chloé a proposé ou c'est quelque chose de complètement différent? Je sais pas si vous m'entendez ou pas. Si, je vous entends. Ah d'accord. Moi en fait j'avais mis la même chose que Chloé, j'ai mis is wearing et j'ai aussi mis le present perfect avec have been. Ok. Alors Chloé, je crois que vous avez dit had been ou vous avez juste dit you are sick? You are sick. Ok, donc on va réfléchir à tout ça tous ensemble. Donc, première chose, donc Elisa propose nobody wears a coat. Célia et Chloé proposent nobody is wearing a coat. Quelle va être la meilleure solution ici, à votre avis? Qu'en pensez-vous? Donc, soit nobody wears a coat, nobody is wearing a coat. Clémence is wearing. Jeanne is wearing. Ok, Loïse aussi. Alors, comment vous justifiez is wearing parce que c'est à l'instant présent? Car c'est maintenant. Ok, donc finalement, vous répondez à la question avant que je la pose. J'allais vous dire comment vous justifiez soit wears, soit is wearing. Effectivement, ici, la meilleure solution sera is wearing. Pourquoi? Parce que justement, on est ici dans une situation spécifique où on visualise la scène, je sais pas, on va sortir, on voit du monde dehors et on se rend compte que personne ne porte de manteau. Donc c'est vraiment à un moment donné, à un moment spécifique. Alors que nobody wears a coat, ce serait plus nobody never wears a coat in this country because it's never cold. Vous voyez, ce serait une vérité générale. Une vérité générale sur le climat d'un pays, par exemple, ou d'une ville, ou ce genre de choses. Or, ici, c'est pas ça. Là, on est vraiment dans une situation particulière puisque on dit il ne peut pas faire très froid. Donc, ça veut dire que d'habitude, il fait froid. Donc, c'est une situation particulière. Enfin, d'habitude, il peut faire froid, quoi. Donc, première chose réglée, effectivement, on aura plutôt nobody is wearing a coat. Pourrait-on mettre still sick car on s'étale sur le temps, il est toujours malade.
On va en parler. On fait les choses, on prend les choses. Vous avez raison, hein, donnez vos idées et on va prendre les éléments un par un. Donc, deuxième élément, Elisa propose It must not be very cold. Et Célia et Chloé ont proposé It can't ou It cannot be very cold. À nouveau, qu'en pensez-vous? Alors, comment vous justifiez must? Comment vous justifiez can't? Pour ceux qui ont utilisé must et pour ceux qui ont utilisé can't, ou éventuellement si vous avez utilisé autre chose. Comment comprend-on il ne peut pas? Oui, Elisa, allez-y. J'ai utilisé must parce que je me suis dit que c'était presque, pas presque vrai, mais il faisait sûrement pas très froid parce que c'est dans la logique des choses. Oui, effectivement, on a une idée ici de logique, de probabilité. Ok. Alors, ceux qui ont utilisé Kant, comment vous le justifiez? Oui, Chloé? Du coup, moi j'ai mis can't parce que must on l'utilise plus dans une obligation. Donc la personne qui parle, elle aurait, si elle utilise must, ça serait plutôt dans le domaine du elle est sortie dehors et elle sait vraiment. Tandis que là, c'est juste une supposition parce qu'elle voit que personne ne porte de manteau. Ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un a mis autre chose ou est d'accord avec la justification? Alors, Morgan dit must parce que c'est une possibilité, mais que l'énonciateur ne l'a pas vérifié, il a juste observé. Donc, finalement, vous utilisez un modèle différent de celui proposé par Chloé, mais vous utilisez la même justification que Chloé, finalement. Si on utilisait Kant, ça voudrait dire que c'est impossible. Ok. Effectivement, Kant s'utilisera souvent dans l'ordre quand on parle d'impossibilité logique. Et justement, ici, est-ce que c'est pas ça qu'on a? Alors, quand vous dites que must, c'est une possibilité, l'énonciateur n'a pas vérifié, etc., etc., dans tous les cas, ce que je disais dans le premier CM, alors là, vous allez utiliser des termes, c'est normal, je vais reprendre des choses puisqu'on l'a pas encore vu, tout ça. Donc là, je me base plus sur votre instinct et sur ce que vous avez vu l'année dernière. Mais dans tous les cas, dès qu'on utilise un modal, on n'est pas sûr. Alors effectivement, avec certains modos, on se basera plus sur la situation matérielle, alors qu'avec d'autres modos, ce sera beaucoup plus subjectif. Ce sera vraiment l'opinion de l'énonciateur qui ne s'est pas du tout basé sur la situation matérielle ni rien. C'est son avis à lui, perso, et c'est tout. Donc ça, on va voir quel modo on utilise dans quel cas. Alors, en réalité, ici, vous avez tous raison. On utilisera en anglais britannique, en tout cas plus facilement, can't, mais mustn't n'est pas faux. Il peut s'utiliser aussi. Donc, je vous expliquerai après plus en détail. Mais en gros, ici, le sens, quand on dit il ne peut pas faire très froid, c'est une formulation un petit peu étrange, mais en gros, ici, on a bien cette idée d'impossibilité logique. Comme personne ne porte de manteau, il est quand même fort probable qu'il ne fasse pas froid. Donc, on a une forte probabilité sur un fait négatif. D'accord? Donc, ici, il est fort probable qu'il ne fasse pas froid. OK? Et donc, comment on va exprimer ça quand on dit il ne peut pas ou il ne doit pas, parce que finalement, là, ici, on a presque ça, on l'exprimera avec it can't be very cold ou it mustn't be very cold. Les deux propositions étaient correctes ici. Ok? Je reprendrai, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre tout ça après quand je vous donnerai la correction de la phrase en entier et je vous referai le commentaire en détail. Je prépare on termine la correction de la phrase morceau par morceau en regardant ce qu'Elisa a proposé. Donc, je remonte à la phrase d'Elisa pour bien l'avoir sous les yeux. Donc, on avait plusieurs propositions différentes pour la partie « Mais bon, tu es malade depuis 3 jours ». Donc, Elisa a proposé « But you have been sick for 3 days ». Célia avait proposé « But you had been sick for 3 days ». Je crois. Et Chloé a proposé
Oui, c'est J'avais ça? dit la même chose, j'avais dit you have been sick. Have, d'accord, pardon. Ok, ça Ouais, pas de marche. souci. Donc, on reste sur le have. Alors, effectivement, had, c'était pas bon. Donc, vous avez raison de vous corriger. On reste sur, donc, but you have been sick for 3 days. Et on a une deuxième proposition de la part de Chloé. But you are sick. Et là, il y avait hésitation entre for et since 3 days. Alors, quelle va être la bonne réponse ici et pourquoi? À votre avis? Oui, alors effectivement, pour l'hésitation entre for et since, la bonne réponse, ça va être for. Exactement comme Raphaël le dit, avec for, on mesure une durée, alors qu'avec since, on parle d'un point de départ. Donc là, depuis 3 jours, c'est une durée, 3 jours. D'accord? Si on avait dit depuis lundi, là, lundi est un point de départ précis, ce serait since Monday. Exactement, Cyril, c'est ça. Donc là, la bonne forme grammaticale, enfin la bonne forme verbale, pardon, ce sera have been. Oui, donc ce sera have en. Et là, normalement, on révise un petit peu ce que vous avez vu au premier semestre, enfin le semestre 3. Donc ce sera bien have been. Pourquoi? Parce que il y a des conséquences, oui, mais surtout, effectivement, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui est toujours en cours. Si on dit tu es malade depuis 3 jours, ça veut dire que tu as commencé à être malade il y a 3 jours et là tu t'es encore malade. Hein, donc c'est quelque chose qui dure. Alors quand vous avez depuis, dans tous les cas, de toute façon, il faudra toujours penser à have en. Alors, bon, je prends des pincettes quand je dis ça parce que vous savez qu'en linguistique, c'est comme en phonétique, phonologie, il faut jamais dire toujours, il faut jamais dire jamais, il y a toujours des exceptions à tout. Mais là, dans 99,9% des cas, quand vous avez depuis, il faudra mettre du have en, puisque si on dit depuis, on fait un bilan entre un point de départ passé et le moment présent. Donc, quand vous avez depuis, donc for ou since, il faudra penser à have en. Ok? Donc là, la forme correcte, c'était bien you have been sick for 3 days. For the past 3 days, ça marchait aussi. Et donc, je reviens sur la fin de la phrase. Donc, je remonte pour reprendre la proposition d'Elisa. So you must wear, pardon. So you must wear a jumper ou a sweater. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez tous mis must? Est-ce que vous avez mis autre chose? Oui, Reda? Je vous entends pas. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas activé votre micro ou si c'est moi qui ai un souci. Pardon, j'étais en train de parler, mais j'avais oublié d'activer mon micro. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est souvent, ça arrive souvent. Ça m'arrive souvent aussi, donc c'est pour ça que je précise. Oui. Donc je disais, j'ai mis have to à la place de must. Ok. You have to wear a jumper, a sweater. Ok. Je regarde si je vois qu'il y a d'autres propositions. On va en parler après. On va comparer les différentes propositions. You should at least wear the sweater. Ok. Donc, Margot propose you should. La traduction pour mes bons, on verra après. Ça, c'est pas très important. Oui, on pourrait remplacer wear par put on pour éviter la répétition. Effectivement, c'est tout à fait possible. Je pense que should est mieux car c'est un conseil. Donc là, on a 3 propositions. Effectivement, vous hésitez entre les bonnes, enfin, disons que vous êtes dans le bon domaine. Hein, donc, on hésite entre must, should et have to. Donc, Elisa nous dit que finalement, should est mieux car c'est un conseil. Alors, effectivement, ici dans la phrase, donc tu dois au moins mettre un pull. En fait, on peut l'interpréter de 2 façons. Ça peut être effectivement plutôt un conseil. Et donc, dans ce cas-là, should fonctionne. On peut aussi l'interpréter comme étant un ordre d'une maman à son enfant. Dans ce cas-là, ce sera plutôt you must.
En fonction du ton autoritaire de la phrase, je mettrai have to. Alors maintenant, on arrive justement à have to. Quelle est la différence entre must et have to? Est-ce que vous le savez? Sans aller dans le détail. La grande différence entre must et have to. Alors, obligation interne et externe. Have, c'est qu'il y a deux choix possibles. Must, probabilité, have to, obligation. Alors, non. Must, probabilité, have to, obligation, non. Must peut s'utiliser pour l'obligation ou la probabilité. Have to s'utilisera effectivement beaucoup plus pour l'obligation, mais les Américains utilisent have to ou have got to aussi pour la probabilité. Donc, en fait, on a obligation et probabilité pour les deux. Have, c'est qu'il y a deux choix possibles. Non. Par contre, have to, obligation externe, oui. On doit le faire parce qu'on en dépend. Non, pas vraiment. En fait, la différence principale, donc c'est ce que Raphaël et Elisa ont dit. Avec must, on a une obligation interne. Alors, interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'énonciateur qui décide d'obliger le co-énonciateur à faire quelque chose. Ok? Donc, c'est pas dicté par une loi ou autre chose, c'est une obligation dictée par l'énonciateur. C'est l'énonciateur qui choisit d'obliger le co-énonciateur. Alors qu'avec have to, effectivement, comme Elisa vient de le dire, on aura une obligation externe. Donc, c'est quoi une obligation externe? C'est une obligation qui vient de la loi, d'un règlement, des circonstances. Donc, ce sera vraiment externe à l'énonciateur. À nouveau, ça s'explique par le fait que must est un modal, donc il est forcément subjectif, donc c'est l'avis de l'énonciateur. Have to n'est pas un modal, donc en fait, il donne effectivement une obligation, mais basée sur quelque chose d'extérieur. C'est pas l'obligation donnée par l'énonciateur. Même si c'est l'énonciateur qui prononce la phrase, l'obligation, elle vient pas vraiment de lui. Exactement. Par exemple, you have to wear a mask in public places. Effectivement, là, c'est have to parce que c'est la loi, c'est la situation qui le dicte. Exactement. Donc ici, tu dois au moins mettre un pull. Il n'y a pas de... Alors même si il existe une règle générale qui dit que quand on a froid, on met quelque chose de chaud, donc on met un pull ou un manteau, d'autant plus si on est malade, mais c'est pas une loi. Vous voyez, c'est pas une règle absolue qu'il faut suivre. Donc ici, c'est pour ça que si on réfléchit à un choix entre must et have to, il sera plus logique de choisir must, puisqu'ici c'est davantage une obligation donnée par une personne à son co-énonciateur. Donc à nouveau, un should fonctionnait bien, puisque on peut le considérer ici que c'est un conseil. Maintenant, si on a plus un parent qui parle à un enfant, on aura plus facilement must. On va pas dire you should, mais plutôt, surtout à un jeune enfant, on va plus lui donner un ordre que lui donner un conseil, et donc you must. Donc voilà pour cette première phrase. Vous voyez, ça prend du temps de faire. C'est pour ça que vous avez peut-être été surpris par le peu de... il n'y a pas beaucoup de listes dans ce que je vous ai envoyé. Alors si on termine tout, je vous en enverrai d'autres. Mais vous allez voir qu'on va passer beaucoup de temps sur les phrases pour justement faire les meilleurs choix possibles et que vous compreniez bien les différences entre les modos. C'est surtout les phrases dans lesquelles il y a des modos qui vont nous prendre beaucoup de temps. Donc ici, si je résume tout ça. Donc, première partie de la phrase, on en avait parlé. Donc là, je vous donne la correction. OK? Et après, donc, je reparle du commentaire. Pourquoi les formes, certaines formes sont mieux que d'autres. Donc, no one ou nobody, les deux fonctionnent. Is wearing a coat. It can't ou it mustn't be very cold. Les deux fonctionnent. Je vous redonnerai après l'explication. Donc, no one, nobody is wearing a coat. It can't ou it mustn't be very cold. Alors, pour le mais bon, qu'est-ce que vous proposez? Parce que tout à l'heure, j'ai eu une question, comment on va traduire le mais bon? Elisa avait proposé but.
But you've been sick. Pourquoi pas avec le but? Oui, Maxime, yet, effectivement, ça va bien fonctionner ici. Et trop formel. Non, pas nécessairement. Yet you've been sick. Non, ça marche, le yet. Anyway ou either way. Mais bon, tu es malade depuis 3 jours, donc tu dois au moins être un peu. Anyway, you've been sick. Anyway, ça, c'est pas tout à fait le sens qu'on a là. Alors, je parle plus parce que je relis la phrase pour voir si ça marche ou pas. Ouais, non, anyway, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Regardless, oui, c'est trop formel. Whatever, you've been sick for 3 years. Pourquoi pas? C'est pas whatever, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Ici, en fait, ce qui fonctionnait le mieux, c'était yet. Si vous aviez d'autres idées pour lesquelles vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à les mettre. Mais voilà, c'est court, ça passe à l'oral. Donc yet, ça fonctionnait bien. But, ça fonctionne aussi. Mais ici, voilà, ce qui fonctionnait mieux, c'était yet. Alors à nouveau, c'est pas ça l'essentiel ici dans la phrase. C'est pas le problème essentiel. Et si vous aviez eu ce genre de phrase à l'examen, c'est pas ce qui aurait compté de plus. Je sais même pas si je l'aurais mis dans le barème là pour le coup. Donc yet, you've been sick ou ill for 3 days. Donc, you have been. Quand on dit you've been, c'est you have been sick ou ill for 3 days. So you should ou you must. Les deux vont fonctionner, ça dépendra du contexte. Alors ça, vous allez le voir aussi. Comme il s'agit pas de contexte précis, c'est des phrases sorties de leur contexte. Parfois, plusieurs modos vont fonctionner, mais ça va dépendre de la justification que vous donnez. Si vous me dites ici, j'ai choisi should parce que j'estime que c'est un conseil d'un ami à un ami, ok, j'accepte, ça marche. Si vous me dites j'ai choisi must parce que moi j'estime que dans le contexte c'est un parent qui parle à un enfant, ok. C'est pour ça qu'à l'examen, soit je vous donnerai des contextes très détaillés, soit je vous demanderai justement de faire un choix et de justifier votre choix. Donc vous aurez le point que si votre justification correspond bien au choix que vous avez fait. Donc, je reprends la phrase. So you should ou so you must. At least, il y a au moins, donc on ne peut pas l'oublier. At least, put a jumper sweater on. Ou put on a sweater, c'est possible aussi. Le on, on peut le mettre juste après le verbe ou à la fin. Ça va pour la phrase, donc je la reprends au complet. Nobody is wearing a coat. It mustn't be very cold. Yet you've been sick for 3 days, so you must, at least put on a jumper. Put a jumper on. Donc maintenant, si je vous donne un petit peu le commentaire, détaillé entre guillemets, ça va pas être extrêmement détaillé, pas aussi détaillé que ce qu'on va faire en CM, mais bon. Donc dans la première phrase, on indique le caractère fort probable d'un fait négatif. Dans la première phrase, on indique le caractère fort probable d'un fait négatif. Ici, il est fort probable qu'il ne fasse pas très froid. Donc, en anglais britannique, on utilisera plus souvent can't ou cannot dans ce sens que mustn't. En anglais britannique, on utilise plus souvent can't, cannot dans ce sens que mustn't. Même si ce dernier est possible. Je ne dis pas que mustn't, c'est faux. En anglais britannique, on l'utilise aussi. On l'utilise moins souvent, mais on l'utilise quand même.
Alors attention, hein, can't et mustn't ne sont pas toujours interchangeables. Et quand vous avez ce genre de phrase avec il ne peut pas ou il ne doit pas, il faut quand même réfléchir. C'est pas une traduction automatique. Par exemple, si dans une phrase française vous avez il ne doit pas. Donc attention, les deux formes ne sont pas toujours interchangeables. La traduction ne doit pas toujours être automatique non plus. Par exemple, si dans une phrase française vous avez l'expression il ne doit pas, qui n'est pas remplaçable par il ne peut pas, dans ce cas, on ne peut pas utiliser can't. Je vais vous donner un exemple. Donc voici l'exemple. Il est sorti, il ne doit pas aimer le film. L'exemple, c'est il est sorti, il ne doit pas aimer le film. Ici, on ne peut pas remplacer doit par peut. Ça n'aurait pas de sens. Il est sorti, il ne peut pas aimer le film. Ça ne marche pas. Dans ce cas-là, on traduira par he probably doesn't like the movie. On ne traduira pas par he can't like the movie. Ça ne fonctionne pas. Ok, donc dans ce cas-là, on ne pourra pas traduire par he can't like the movie. Donc vous voyez, c'est pas toujours, enfin can't n'est pas possible dans tous les cas. Mais il sera donc en anglais britannique souvent utilisé pour former la négation du must de forte probabilité. Donc néanmoins, can't, quand on n'a pas ce contexte de il ne doit pas, qui ne peut pas être formulé par il ne peut pas, sera souvent utilisé en anglais britannique pour former la négation du must de forte probabilité. Maintenant, si on s'intéresse à la deuxième phrase, donc on avait tu dois. On a donc ici une obligation. Enfin, on peut considérer qu'il s'agit d'une obligation. L'énonciateur impose le fait de mettre un pull au co-énonciateur. Donc l'énonciateur impose le fait de mettre un pull au co-énonciateur. On peut donc utiliser must sans problème, puisqu'ici c'est l'énonciateur qui donne l'obligation. On peut donc utiliser must, c'est l'énonciateur qui donne l'obligation. On préférera must à have to ici, car have to, avec have to, l'origine de l'obligation est extérieure à l'énonciateur. On préférera must à have to ici, car avec have to, l'origine de l'obligation est forcément extérieure à l'énonciateur. Donc, il s'agira souvent d'une loi, d'une règle générale que tout le monde doit respecter. Donc ici, il semble assez clair que c'est bien l'énonciateur qui décide de dire au co-énonciateur qu'il devrait ou qu'il doit porter un pull. Donc ici, c'est totalement subjectif. Enfin, should était également possible ici. Donc si on utilise should, on considère que l'obligation est moins forte et qu'on a davantage une valeur de recommandation, de conseil. Donc ici, on pouvait utiliser should. Si on choisit should, on considère que l'obligation est moins forte et qu'on a davantage
ici une valeur de recommandation, de conseil. Voilà pour le commentaire des modos. Et donc vous pouvez ajouter, hein, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'étiez pas sûr de vous, pour la traduction de depuis. Hein, donc for s'utilise quand on a une durée, since s'utilise quand on a un point de départ. Donc ça c'est un rappel normalement, mais au cas où. Et donc avec depuis, on a forcément quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Donc on aura forcément have en. On continue avec la phrase suivante. Et bon, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Le micro ne marche pas du tout. Donc vous voulez proposer la phrase suivante. Dans ce cas-là, vous notez-le à l'écrit, Camille. Donc la phrase suivante, c'est « Il ne peut pas avoir fumé toutes les cigarettes que sa sœur a achetées en Inde ». Donc Camille va proposer quelque chose à l'écrit. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait proposer quelque chose pour cette phrase-là? Donc, il ne peut pas avoir fumé toutes les cigarettes que sa sœur a achetées en Inde. Alors, Clémence a aussi envoyé une phrase. He can't possibly have smoked all the cigarettes his sister bought in India. Camille propose. He couldn't have smoked all the cigarettes his sister bought in India. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ou est-ce que vous êtes globalement d'accord? Aurélien, he can't have smoked all the cigarettes in India. Donc c'est la même chose finalement que Clémence, sauf que vous enlevez le possibly. Ça marche, oui, sans le possibly. Avec, ça fait très idiomatique, mais sans, ça passe aussi sans problème. Donc globalement, vous avez tous choisi can, soit à la forme, soit au présent, soit au prétérit, quoi. Et donc vous avez raison, hein, ici c'est le modal. Alors du coup, comme on a corrigé la phrase précédente, hein, vous voyez que c'est un petit peu le même format ici. Hein, on a à nouveau le caractère fort probable d'un fait négatif. Ici, on parle aussi d'impossibilité logique. Hein, il paraît impossible, hein, en toute logique, il paraît impossible qu'il ait fumé toutes ces cigarettes, qu'il ait déjà fumé toutes ces cigarettes. Alors maintenant, est-ce qu'on va préférer can't ou could, puisque vous proposez les deux? D'après vous, quelle va être la différence? Can't, car on suppose l'incapacité. Alors, could, ce serait aussi l'incapacité. Hein. Could, c'est juste le passé de can't. Hein. Donc voilà. Alors effectivement, il y a un peu une idée. Alors c'est pas une idée d'incapacité, mais plus d'impossibilité ici. C'est pas une histoire de. Enfin, on a une légère nuance de capacité parce que voilà, aussi dans un certain laps de temps, on est capable ou pas de fumer un certain nombre de cigarettes, mais c'est plus ici une histoire de possibilité. Chloé dit can car could est posé dans le passé. Oui. Camille dit could, comme c'est au prétérit, c'est un peu plus ancré dans l'irréel. C'est vrai aussi. Alors, en réalité, les deux étaient possibles ici. Effectivement, vous avez raison. C'est ça que je voulais vous faire dire. Enfin, je voulais voir si vous aviez cette notion-là. Effectivement, could, donc je dis c'est le prétérit de can. C'est vrai. C'est can avec un ED. Mais effectivement, le prétérit, on l'a vu ou on l'a pas vu l'année dernière? Attendez, que je me souvienne. Non, vous l'avez sûrement vu au premier semestre, enfin, au S3 avec Madame Brannan. Le prétérit, le ED, il a plusieurs valeurs. Ça peut être un ED chronologique, donc on se réfère au passé. Là, ce ne serait pas le cas du tout, hein, la phrase est au présent, mais ça peut être aussi un ED contrefactuel ou un ED irréel qui amène effectivement une dose de doute supplémentaire. Donc ici, pourquoi pas? La phrase, clairement, c'est « Il ne peut pas avoir fumé toutes les cigarettes que sa sœur a achetées en Inde ». C'est pas il ne peut pas avoir fumé toutes les cigarettes si ou s'il le peut,
Non, c'est pas une question en soi. Donc, can't, ici, était pour moi la forme la plus précise, la forme qui traduisait la phrase de façon la plus précise. Mais could peut fonctionner parce qu'effectivement, on peut imaginer, on n'a pas le contexte à nouveau, donc on peut imaginer que le ton, l'intonation soit montante à la fin de la phrase. Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, could fonctionne. Non, mais ici, on fait simple, hein, on a du présent en français. On va donc traduire par du présent. Ok. Donc, ce qui donnerait he can't, he cannot, ça marche aussi, hein, have smoked all the cigarettes his sister bought in India. Donc, he cannot, he can't have smoked all the cigarettes his sister bought in India. Donc pour le commentaire, on a la même chose que dans la phrase précédente. Hein. On a ici le caractère fort probable d'un fait négatif. Donc on a le caractère fort probable d'un fait négatif. Kant exprime ici une non-possibilité. Donc ce n'est pas possible, il ne peut pas avoir fait ça, ce n'est pas possible, c'est une non-possibilité. On peut aussi dire qu'on a un sens d'impossibilité logique. Alors, le jour de l'examen, si je vous demande de justifier l'emploi de Kant dans une phrase comme celle-là, je ne vais pas m'attendre à ce que vous me donniez tous ces termes-là. Si vous retenez un terme ou une façon de dire les choses dans toutes ces façons-là, ça me va. Là, je vous donne les différentes façons de le dire pour que vous ayez tous les éléments. Comme je dis toujours, en général, je vous en donne plus que ce que moi j'attends à l'examen parce que je sais que vous n'allez pas retenir 100% de ce que je vous dis. Donc, si je vous dis 110% de ce que je veux, eh ben finalement, au final, j'aurai les 100%. Vous voyez? Alors que si je vous donne 100%, vous allez retenir que 90%. Bref, je me comprends. Donc, on a également un sens ici, on peut dire qu'on a un sens d'impossibilité logique. Il paraît en effet impossible, en toute logique, qu'il ait fumé toutes ces cigarettes. Alors ici, vous n'avez pas, le problème n'a pas été posé puisque dans vos phrases, vous aviez tous bien traduit le verbe. Donc, on doit bien ici ajouter have en sur le verbe. Donc, he can't have smoked, mais vous l'avez tous fait, hein, donc c'est bien. Comme en français, hein, d'ailleurs, en français, on n'a pas, il ne peut pas fumer, mais il ne peut pas avoir fumé, hein, parce que donc le procès se situe dans le passé, hein, et le modal porte sur un fait passé. Le fait d'avoir fumé des cigarettes, ça s'est produit avant que la phrase soit prononcée. Donc, on est obligé de décaler dans le passé avec have en. Voilà pour cette phrase. On continue avec la phrase suivante. Elle a pu ne pas lire la lettre. Sa sœur peut ne pas lui avoir montré. Mais toi, tu vas la lire, je te le demande. Est-ce qu'il y a un volontaire pour cette phrase-là? Je vois une photo si t'as une photo. Parce que peut-être je pense à quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a un roux qui était passé au tableau et je me demande si c'est pas lui. Bah, je pense pas qu'il y ait plusieurs roues, donc en vrai, ça doit Qui être. vient de parler? Alors, je précise, vous êtes peut-être en conversation privée, mais je vous entends. Alors, j'ai cru reconnaître la voix, mais je suis pas sûre. Enfin, bref, donc pensez à couper vos micros si vous voulez pas participer au cours. Enfin, si votre phrase n'est pas la phrase que vous voulez dire pour le cours, quoi. Alors, quelqu'un levait la main, mais c'est Célia. C'est Célia qui lève la main. Je vois pas tout le monde hein, sur mon Oui, écran. C'est moi qui ai levé la main. Ok, super. Donc, on a une phrase de Maxime qu'on va regarder juste après. Et allez-y, Célia, donnez-nous votre phrase. Du coup, j'ai mis She may not have read the letter. Her sister may not have shown it to her. But you. J'étais pas sûre de comment je pouvais traduire mais toi. Du coup, j'ai mis But you are going to read it. Et là, j'hésite entre I'm asking it to you
ou bien I ask. Juste du présent simple. Ok. Ben, je vais la noter, votre phrase, comme ça on pourra comparer avec celle de Maxime. Donc, she may not. Et vous m'arrêtez si c'est pas ça. Have read the letter. Tant pis, j'ai pas mis la majuscule, c'est pas grave. Her sister may not have shown it to her, but you are going, oh zut, going to read it. Redites-moi la fin. Du coup, la fin, à partir de mets-toi. Non, juste pour je te le demande. Ah, du coup, j'hésite entre I ask it to you ou bien I am asking. Ok, J'hésite entre le présent simple et ing. d'accord, ok. Ben, j'ai noté les deux du coup dans votre proposition. D'accord. Voilà, donc sur le début, on a la même chose pour Maxime. She may not have read the letter. Her sister may not have shown it to her. But you're going to read it. I'm asking to. Ok, donc Maxime propose la même chose pour le trois quarts du truc. Donc on va. Alors d'abord, est-ce que il y a d'autres propositions pour les elle a pu ne pas lire la lettre, sa sœur peut ne pas lui avoir montré. Ok, donc vous mettez you à la place de tout à la fin, c'est ça Maxime? Oui, d'accord, ok. Donc si on s'arrête donc sur la première partie de la phrase, le may, est-ce que vous avez tous mis may? Est-ce que quelqu'un a mis autre chose? Pourquoi? Non, personne n'a mis autre chose. N'ayez pas peur de le dire si vous avez mis autre chose. Elisa a mis might, ok. Est-ce que quelqu'un a mis can? Non? Personne? Aurélien a mis can. Ok, donc on va en parler. Sinon, vous l'avez